Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Nous organisons ce débat, cet entretien avec monsieur Balufo Bakupa Kanyinda, qui est cinéaste et celui qui a réalisé le film sur Thomas Sankara, pour honorer un grand panafricaniste, le président tanzanien John Magufuli, décédé le 17 mars. La disparition du docteur John Pombe Joseph Magufuli a suscité l'émoi de tout un continent qui se retrouve désormais orphelin d'un homme d'État acquis à la cause de l'amélioration des conditions de vie de son peuple, acquis également au progrès et au développement économique et social de l'Afrique. Le souvenir impérissable à la fois d'un combattant visionnaire, épris de la Tanzanie, son pays, mais également d'un panafricaniste engagé, grand défenseur de l'indépendance culturelle et économique de l'Afrique, désireux de matérialiser cette vision portée par nos pères fondateurs d'unifier le continent et d'y promouvoir un développement économique et social par les Africains et pour les Africains. Le président de la République, à cet effet, a demandé à ce qu'un deuil national soit décrété sur toute l'étendue de la République. Ce deuil, c'est pour 3 jours, donc du 23 au 26. Il n'y a pas que le Congo, il y a d'autres pays, tels que l'Ouganda, tels que le Kenya. Et en assistant aux funérailles du président Magufuli en Tanzanie, le président a fait un discours. Il a dit que c'est un grand panafricaniste, un homme qui a sacrifié sa vie pour le bien-être de la population tanzanienne, mais un homme qui s'est battu pour l'indépendance de l'Afrique. Et pour en parler, c'est un grand homme, c'est panafricaniste. J'ai fait appel à M. Balufo Bakupa Kanyinda, avec qui on va faire des discussions, des entretiens, pour que notre peuple comprenne l'essence de ces deuils. Généralement, quand d'autres présidents africains meurent, chez nous, à Kinshasa, c'est rare. C'est la toute première fois qu'on voit que le président de la République a décrété 3 jours de deuil suite au décès du président Magufuli, John, de la Tanzanie. Bonjour, Monsieur Balufo. Bonjour, Freddy Mulumba. Vous qui êtes un grand panafricaniste, vous qui avez sillonné presque toute l'Afrique, qui connaissez le monde noir, en Amérique, en Grande-Bretagne, tout comme dans notre pays africains et européens, ces 3 jours de deuil, ça peut vous inspirer quoi? Mais d'abord, il faut qu'on comprenne la relation qui nous lie, nous, Congolais, à la Tanzanie. Hein? Nous avons une relation physique, géographique, donc des frontières. Nous avons des populations qui ont bougé. Nous avons, si vous allez en Tanzanie, vous verrez par exemple ce qu'on appelle la Swahili music. C'est la rumba congolaise en Swahili. Hein, c'est la rumba congolaise qui domine le paysage musical des divertissements en Tanzanie, de Dodoma, jusque même à Zanzibar. Et je vais juste prendre un point de l'histoire. Le royaume d'Ngalanganza à Bunkeya, de Mouchidi Wabayeke. Mouchidi, c'est un originaire de l'Unyamwezi. L'Unyamwezi, c'est d'où vient le soleil. C'est la Tanzanie, c'est l'Est. Donc nous avons des populations qui ont bougé dans les migrations internes africaines. Et donc c'est un parent qui est mort. C'est un parent. C'est un parent pour nous Et évidemment, c'est aussi la question de la responsabilité culturelle des peuples.
de comprendre certaines choses, mais les peuples ne peuvent pas comprendre tout seuls si ceux qui dirigent, ceux qui enseignent, ne leur mettent pas au devant et dans l'entendement ces questions de relations interpeuples. Donc, la Tanzanie est très présente dans notre pays, à l'Est. Nous avons un bataillon de vaillants soldats tanzaniens. Vous savez, la Tanzanie a une des meilleures académies militaires d'Afrique. La plupart des dirigeants de l'Afrique australe, des dirigeants militaires de l'Afrique australe, à l'époque de ce qu'on appelait la ligne de front, la guerre contre l'apartheid, la guerre pour les indépendances, de Zimbabwe jusqu'en Afrique du Sud, ont été entraînés dans l'académie militaire tanzanienne. La plupart des chefs militaires de la SADC parlent swahili. Hein, donc il faut comprendre quelle est la place de la Tanzanie sur l'échiquier de l'Afrique, mais surtout de notre région. Hein. La RDC, notre pays, est l'exemple typique, géographiquement parlant, du panafricanisme. Parce que nous faisons partie, nous sommes l'Afrique centrale, nous sommes l'Afrique de l'Est, nous sommes l'Afrique australe en même temps. Donc ça nous donne aussi une place particulière dans la géopolitique panafricaine. Même si on peut pouvoir redire, est-ce que nous-mêmes, nous avons fait assez de grands pas pour mériter une place de leadership sur cet échiquier panafricain. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi aujourd'hui, parce que quand on voit comment le peuple tanzanien a pleuré son président, on a l'impression que c'était un grand bâtisseur. Oui, vous savez, au-delà, c'est un grand bâtisseur. C'est quand on regarde son parcours, vous savez, c'est un fils des paysans, des pauvres du nord-ouest vers le lac Victoria, et, qui se fabrique, qui s'est fait études. C'est un chimiste, c'est un scientifique. C'est un scientifique, donc il est aussi forgé par un raisonnement philosophique, mathématique, et qui a un rapport fort à la décision. Et c'est aussi un homme qui est formé dans les Mapinduzi, c'est-à-dire dans l'ombre de Nyerere, dans la philosophie de Nyerere. C'est des grands panafricanistes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ça veut dire des hommes et des femmes formés d'abord à aimer leur peuple, à aimer profondément leur être d'avoir l'estime de soi. Et ça, c'est quelque chose de discutable en RDC, mais oui, ailleurs... on va revenir. Donc, on peut dire que lui, c'est l'héritier du président Julius Nyerere. Oui, c'est l'un des héritiers, c'est-à-dire, si on regarde la ligne politique de l'évolution en Tanzanie, depuis Nyerere, je crois qu'ils sont à 5 présidents, passation tout à fait normale. On dit même plus passation pacifique, c'est une passation normale du pouvoir et une évolution certaine. Quand Magufuli a été élu président, je crois, en 2016 ou 2015, si je ne me trompe pas, mais il succède à un président démocrate, il amène sa touche, il va combattre la corruption. Évidemment, vous savez, quand on combat la corruption, les corrupteurs peuvent faire une campagne pour vous diaboliser. Ça me rappelle ce que disait Thomas Sankara durant la révolution burkinabé. Tout le monde parlait des dictatures, mais parce que c'était un combat contre les corrupteurs, contre ces pions africains que les impérialistes et les colonialistes laissent sur nos terres. Hein. Ils sont partout, dans les églises, dans les partis politiques. Et ces gens-là, c'est pas facile de les éradiquer. Hein. Et ils se reproduisent vite, tous ces corrupteurs corrompus, mafieux. Donc, ils ont les moyens de faire campagne. Ils ont les moyens de vous tailler un costume qui n'est pas le vôtre. Mais le peuple ne se trompe pas. Les peuples de Tanzanie, oui, comme le peuple du Burkina Faso, ne se trompent pas. Ok, vous venez de parler du Burkina Faso, c'est en Afrique de l'Ouest, c'est de là où est parti le panafricanisme avec Kwame Nkrumah. Mais avant d'aborder cette partie du panafricanisme, je préfère quand même donner quelques livres à ceux qui nous suivent pour qu'ils les lisent, parce que généralement, nous aimons beaucoup parler, mais trop peu de gens lisent. Donc j'ai un livre ici d'Eden Kodio, c'est une interview, je l'ai connu ici à Kinshasa. Panafricanisme et Renaissance africaine. Le deuxième livre, c'est le professeur Kamana, notre philosophe et théologien, Les vrais enjeux de la Renaissance africaine. Troisième livre,
l'Afrique, toujours de Kamana, l'Afrique, notre projet. Et nous avons le livre de notre encore Eden Kodjo, et demain l'Afrique. Notre livre, c'est avec Hamza Boukari Yabara, il est tanzanien, c'est un historien. Africa United, donc l'unité africaine, une histoire du panafricanisme. Nous avons un autre panafricain, il est de Congo-Brazzaville, mais il est d'origine angolaise. Il s'appelle José do Nascimento, La pensée politique de Cheikh Anta Diop. Il a encore écrit un autre livre, Les chemins de la modernité en Afrique. Pour changer l'Afrique, changeons les paradigmes. Un livre très important. Oui. Il y a aussi le professeur Pondi, qui est camerounais, il a bien rencontré à Yaoundé, Jean-Emmanuel Pondi, Cheikh Anta Diop, dans la sphère des relations internationales. Donc, ce sont des Africains qui ont écrit, ça ne vient pas d'ailleurs. Donc, nous entamons maintenant la deuxième partie de notre entretien sur le panafricanisme. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à la population congolaise qui connaît très mal le panafricanisme? Ça signifie quoi être panafricain? D'abord, le panafricanisme, c'est une émotion, c'est-à-dire dans le sens du sentiment d'un peuple qui se reconnaît les uns les autres. C'est un mouvement politique, culturel, dont parmi les objectifs, c'est d'arriver à l'unité de peuple noir et à l'unité de peuple africain. Et on a dans l'histoire du panafricanisme, depuis, allez, prenons le 18e, début 18e, on a des très très grands noms, ça part des Caraïbes. On peut dire que le panafricanisme n'est pas né en Afrique, mais il est né dans la diaspora américaine. Il est né dans la diaspora, mais il faut aussi relativiser parce que, vous savez, la plus grande horreur du peuple noir, qui est l'esclavage, n'a pas été vécue comme horreur sur les continents. Vous savez, quand on regarde, on fait la sociologie des horreurs, c'est-à-dire on prend par exemple la Deuxième Guerre mondiale, les Européens ont vécu l'horreur chez eux, l'horreur qu'ils ont même fabriquée. Mais ils ont créé l'horreur de l'esclavage hors de l'Afrique. Donc souvent, les Africains ne comprennent pas les douleurs et la problématique de l'esclavage outre-Atlantique, où parfois on oublie qu'il y a eu aussi des déportations et de la traite négrière vers l'Est, vers l'Inde, vers l'Asie, vers Oman. Et on n'a pas beaucoup d'emprise sur ça parce que esclavagisé, colonisé, on n'a pas beaucoup eu de relations sociologiques et intellectuelles avec cette histoire. Et si nous prenons le cas de notre pays, ces pays qui étaient colonisés par la Belgique en fait n'a pas conquis le Congo, la Belgique a été amenée à administrer colonialement le Congo. Mais la Belgique est un petit pays, un nouveau pays qui a pris son indépendance en 1830, qui avait beaucoup de problèmes, qui a toujours les mêmes problèmes, des peuples divisés et des peuples fragiles. Donc le Congo a été administré, on appelait le Congo belge, l'Empire du silence. Et on avait l'impression que rien ne s'est passé au Congo. Okay. La seule chose qui s'est passée au Congo, c'était Radio Congo qui diffusait de la musique. On va revenir sur ça vers la fin pour expliquer pourquoi au Congo il n'y a pas de panafricains. Mais le mouvement est parti de la diaspora. Oui. Les pères fondateurs, qui sont-ils? Mais en fait, il n'y a pas un père fondateur, il y a plusieurs courants. Oui. On peut prendre le courant de Marcus Garvey, on peut parler de Webb Diwa, qui va après vivre au Ghana avec Nkrumah et relancer les mouvements. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas né, il y a plusieurs noms, mais le mouvement est parti de l'Amérique ou des Amériques, par là, parce que là, comme je disais, il y a une histoire, il y a les drames de l'histoire qui sont vécus. Vous savez, c'est dans les drames de l'histoire qu'on prend conscience de son être. C'est dans le combat pour son identité qu'on prend cette conscience de pouvoir se libérer de la
préciosité de la liberté. Hein. C'est qui est un peu différent quand on est dans un champ de colonisation, d'esclavage. On ne se rend pas compte. Mais c'est parti de l'Amérique, le grand nom du panafricanisme. Mais comment est-ce arrivé en Afrique? Mais si nous prenons par exemple, suivons Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah était étudiant dans les années 30 déjà en Amérique. Si nous prenons le courant intellectuel européen qui est la négritude, avec Césaire qui vient de Martinique, Gontran Damas qui vient de Guyane et Senghor qui vient du Sénégal, et tout ça, ce sont des mouvements panafricanistes. Mais le nom du Congo n'apparaît pas dans ces mouvements-là. On peut considérer dans les années 50, ou enfin 48, Loma Michibamba, écrivain, va à Paris avec Bolamba. Ils vont assister au congrès, le premier congrès des écrivains et des artistes noirs à Paris, qui est aussi un mouvement panafricain. Donc, mais déjà, dès le début du panafricanisme, et surtout au début du 19e, après ce qui s'est passé à la conférence de Berlin, le congrès panafricain, que ce soit à Manchester ou ailleurs, ont toujours posé la question du Congo. Parce que les drames congolais a rejoint le mouvement panafricaniste par rapport aussi aux Africains d'Amérique qui sont venus au Congo, que ce soit le pasteur William Shepard ou le journaliste George William Washington, qui va écrire une lettre ouverte au roi Léopold II pour lui dire quelles horreurs, lui, il a vu. Il a vu en arrivant par bateau à Boma. Mais, intellectuellement, le Congo va arriver dans les débats panafricanistes, aussi dans les années 50, quand le père Tempels va publier la philosophie Luba. Donc ça va créer beaucoup de discussions dans le monde intellectuel panafricain, et c'est presque, on peut dire intellectuellement, l'entrée du Congo, c'est avec la philosophie Luba de Tempels. Oui, mais regardez, quand les panafricanistes sont entrés ici, on prend l'exemple de Kwame Nkrumah, qui était président, c'était un fervent défenseur du panafricanisme, mais quand on l'a assassiné, il y avait un vide. Et Nyerere est à Paris, dans quelles conditions? Non, mais il faut d'abord considérer ces pays, la figure centrale congolaise du panafricanisme, et la seule figure du panafricanisme, c'est Patrice Lumumba. On peut fouiller tout ce qu'on veut, la relation congolaise au panafricanisme, c'est d'abord Patrice Lumumba. Mais Patrice Lumumba, je disais, le Congo était un empire du silence. Et comme on disait, il fallait que les indigènes du Congo, parce qu'on n'était pas de Congolais, hein, on était des indigènes du Congo, c'était pas d'instruction, pas de problème. Pas d'instruction, pas de problème. Nos pères de 1960, c'est école primaire plus 2. Plus 2, alors qu'en 1935, Senghor est déjà agrégé des universités. Il faut comprendre, et aussi notre retard intellectuel, il faut comprendre comment tout ça se passe. Donc, Lumumba, prenons Lumumba en 58, à la conférence panafricaine d'Accra. Mais Lumumba découvre le monde. Mais le monde qu'il découvre, que ce soit Sékou Touré, que ce soit Kwame Nkrumah, que ce soit Fanon, France Fanon ou Nasser d'Égypte, et ils connaissent les problèmes congolais. Mais Lumumba ne connaît pas encore, il découvre le panafricanisme. Parce que le Congo était l'empire du silence. Hein? C'est pour ça qu'on a un peu quelques problèmes de culture intellectuelle dans ce pays, parce qu'on est rentré dans cette culture tardivement. Tardivement. Donc, en 58, Lumumba découvre, mais il découvre aussi que son pays est au cœur des grandes discussions panafricaines. Il découvre ça. Et tout d'un coup, sa vision du monde s'élargit et change. Donc, après, il y a l'indépendance. Hein, il y a l'indépendance. Mais les mouvements panafricanistes et les panafricains ont joué un très grand rôle. Que ce soit même à la table ronde, où ils étaient pas loin. Ils étaient pas loin, ils ont prodigué des conseils. Ils ont tiré des sonnettes d'alarme. Donc, après l'assassinat de Lumumba, pour les assassins de Lumumba, il faut sortir le Congo du panafricanisme. Et d'autant plus que le projet Zaïre qui va venir... Parce qu'on voudrait comprendre.
les panafricains ont commencé avec Kwame Nkrumah en Afrique de l'Ouest. On l'a assassiné. On a fait un coup d'État. Il y a eu un coup d'État. Il est mort en de exil. maladie. Oui. Oui. Et puis, les gens qui étaient là sont déversés sur la Tanzanie et les mouvements repris par José Nyerere. Oui, en fait, moi, j'ai vécu au Ghana, donc j'ai vécu au Ghana. J'ai des relations assez particulières avec Sékou Nkrumah, avec la famille de Webb Diboy. Donc, j'ai suivi un peu sur le terrain, vu un peu les communautés. En fait, à un moment, les années Nkrumah, beaucoup d'Africains américains sont venus habiter au Ghana. Et après le coup d'État, les régimes qui a suivi, les régimes étaient anti-Nkrumah. Donc, comme tous les régimes après coup d'État, ils ont essayé d'effacer les traces de Nkrumah. Ce qui fait qu'une grande partie de la communauté africaine-américaine qui était là au Ghana, beaucoup de gens, donc j'ai un collègue photographe, professeur à l'Université de New York, Lyle Harris, qui est parti avec sa mère, qui était au Ghana, ils sont partis vivre en Tanzanie. Donc beaucoup de panafricains sont allés vivre en Tanzanie, où Nyerere développait une approche, qu'on appelle les Mapinduzi, les Ujamaa, la grande famille politique, qui était une approche très, très panafricaine, mais très liée à l'Afrique, très interne. Hein, la Tanzanie a très peu regardé dehors. C'est pour ça, bon, ils ont une langue officielle qui est le Swahili, un très très bon Swahili. Et un jour, j'ai assisté à une classe dans laquelle on enseignait la géométrie dans l'espace en Swahili. C'était assez impressionnant de beauté de langage. De beauté de langage. Donc tout ça, ça fait la particularité de la Tanzanie. Et Nyerere est resté un modèle que Magufuli et bien d'autres ont perpétué. Donc on peut dire qu'après la mort de Kwame Nkrumah, la mort de José Nyerere, donc il n'y a plus de panafricains, de grandes figures en dehors de votre idole, ce qui est encore le Burkinabé. Non, mais Thomas Sankara. Mais il faut comprendre qu'il y a eu un Nkrumah, mais il y a eu John Rawlings, il y a eu John D. Rawlings, paix à son âme. J'étais dans son comité, il était le président, il est mort en tant que président du comité de mémorial Thomas Sankara, dont je suis membre. Mais il y a eu des grandes tentatives, surtout dans les pays anglophones, des grandes tentatives de renaissance du panafricanisme. Sankara est presque, pour notre génération, c'est un cas particulier dans la francophonie. Mais il faut aussi savoir que le mouvement panafricain a aussi eu des répercussions dans le mouvement panarabe, c'est-à-dire en Égypte, comme au Maroc. Hein, au Maroc, avec le roi Mohamed V, le père du roi Hassan II. Hein. Donc, même en Tunisie, de Bourguiba, le mouvement panafricain et panafricaniste avait trouvé un large écho et puissant. Il y a Edem Kodjo, dans son livre Panafricanisme et Renaissance africaine, il dit les peuples africains sont panafricains. Mais les élites sont contre le panafricanisme. Donc, on trouve encore beaucoup d'élites africaines, ceux qui sont beaucoup plus au pouvoir, qui luttent contre le panafricanisme. Mais, vous savez, moi je pense que pour beaucoup de gens qui ont poussé un peu leur propre réflexion par rapport à eux-mêmes et qui ont été instruits et formés en Occident, moi j'ai été formé en Occident, c'est-à-dire en Europe francophone, la Belgique et la France, et puis j'ai terminé mes études chez les anglophones. Donc j'ai pu voir un peu la différence culturelle par rapport aux réactions et par rapport au panafricanisme. Mais il faut aussi comprendre que beaucoup d'Africains qui ont été formés en Europe, si vous ne faites pas attention, vous êtes formés dans un système de dominés, donc vous êtes dominés dans un système de dominants. Et si vous ne faites pas garde, vous revenez chez vous pour vous prendre comme un dominant. Hein, quand vous n'avez pas la conscience ni historique, ni politique. Donc, étudier, c'est bien beau, c'est recevoir. Mais étudier, c'est aussi remettre en cause.
c'est aussi remettre en cause par rapport à sa propre place. Je donne juste un exemple, je donne une classe de sémiologie de l'image ici aux Beaux-Arts. J'ai pas envie d'apprendre aux enfants comment analyser la fiche d'une publicité européenne. J'ai envie que ces enfants apprennent à regarder autour d'eux pour pouvoir lire et comprendre les signes des images qui les entourent dans leur propre environnement. Donc, parce que j'ai pas envie d'en faire des dominants alors qu'ils sont dominés. Donc, il faut d'abord qu'ils dominent leur environnement. Et beaucoup d'entre nous, intellectuels, ne dominent pas leur propre environnement, alors qu'ils reproduisent les discours des dominants tout en étant dominés. Donc ça crée parfois un rejet d'eux-mêmes sans les savoir. Hein, ça crée un rejet d'eux-mêmes et puis on reste enfermé un peu dans le costume cravate. Ok. Maintenant, revenons au Congo. Comment expliquer un pays dont on parle partout, on parle de panafricain? Je suis parti au Cameroun et j'ai vu des gens qui connaissent très bien le Lumumba, qui défendent le panafricanisme par rapport à Lumumba. Alors qu'à Kinshasa, vite, silence. Comment expliquer que le discours panafricaniste a échappé au Congo? Mais c'est ça que je veux dire. D'abord, il faut voir comment le Congo a été colonisé. Hein? Le Congo n'a pas été colonisé au contact des grands mouvements intellectuels. Peut-être parce que la Belgique elle-même, à cette période-là, ne fait pas partie de la classe intellectuelle dominante de l'Occident. La Belgique, c'est un petit pays. Hein. Personne au monde ne prendrait la Belgique comme exemple, hein, ni intellectuellement, ni politiquement, sauf au Congo. Hein, sauf au Congo. Donc, déjà, quand on regarde l'enseignement que les Congolais du Congo belge subissaient, et si on compare à Brazzaville, où on retrouve des grands poètes comme Chikaya Utamsi, ou bien d'autres, et les gars, ils ont déjà une longueur d'avance. Ils ont une longueur d'avance, intellectuellement. Il faut juste se regarder en face, sincèrement, et comprendre de quoi on parle. Donc, si on regarde, si on dit, voilà, on dit Thomas Kanza, c'est le premier intellectuel congolais sorti d'une université belge en 1957. Mais Senghor est déjà agrégé et enseigne en 1935. En 1935, en France. Et à William Ponty, à Dakar, ils sortent des très grands cadres qui sont grands médecins, qui sont universitaires. Et, au Congo, on vous dit, c'est en 1957 que vous avez un universitaire. Donc il faut qu'on soit un peu modeste pour comprendre sociologiquement à quel moment on a été mis hors de la grande conversation intellectuelle. À quel moment? Il y a d'abord les bases coloniales qui sont très low level, très basses. Et puis arrive l'indépendance, les chaos congolais qui est provoqué par le même colonisateur et leur support congolais. Et puis arrive la zaïrianisation du Congo. La zaïrianisation du Congo, c'est un projet qui va tuer intellectuellement les Congolais. C'est-à-dire quand des gens qui sont censés être en prise et rompus aux questions universitaires sont enfermés dans un abacoste et qu'ils doivent chanter midi soir un individu, vous ne leur demanderez pas de faire la rhétorique. Ils font de la rhétorique slogantesque. Donc il faut qu'on assume cela. Il faut qu'on se regarde en face. On s'est dit, il y a quelque chose qui s'est passé, on a été déconnecté. On a été déconnecté et mis sur le bord de la route. On est resté dans nos paraîtres, on est beau, on danse bien, et on parle fort. Donc, on est resté dedans. Mais il faut regarder, moi je vois aujourd'hui des jeunes Congolais de partout, qui essayent de percer ces mystères pour sortir la tête de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes devront avoir le même niveau d'intelligence pour être compétitifs sur le marché mondial. Parce que tout est globalisé maintenant. Hein, tout s'interconnecte avec Internet, avec la culture numérique. Donc, si vous n'avez pas le même savoir, si vous n'avez pas le même acquis culturel, vous restez avec votre diplôme sur les carreaux.
Hein, c'est pourquoi nos diplômes ici, et tout le monde le sait, sur le marché international, nous avons beaucoup de problèmes de faire accepter les diplômes congolais. Donc, il faudrait peut-être tout revoir, tout repenser, avoir le courage de nous dire, le projet Zaïre a été très destructeur culturellement et intellectuellement, parce que ça a formé une sorte d'homogénéisation des Tata Bomoko. Hein? Et quand on vous dit nous sommes ni à gauche ni à droite, il faut savoir que vous êtes nulle part. Donc on peut dire que l'arrivée du président Tshisekedi à l'Union africaine, c'est une chance pour que le Congo devienne panafricain. Mais moi je crois en toute sincérité que notre pays est dans un tournant, l'un des plus importants tournants de son histoire. Mais ces tournants-là, il faut les négocier avec la culture. Il nous faut, dans ce pays, négocier la culture, ça veut dire quoi? Il nous faut une politique culturelle, une véritable politique culturelle, avec une politique sur les infrastructures, donc l'investissement, une politique d'action culturelle, peut-être avec un conseil des arts et de la culture assez conséquent et actif. Il nous faut penser à ça. Si nous regardons le président Tshisekedi, aujourd'hui, il a le mandat tournant de la présidence de l'Union africaine, mais si nous regardons notre relation à l'Union africaine, nous n'avons pas, ici au Congo, l'Union africaine n'a pas une commission, un bureau d'une commission importante. Nous avons peut-être 2 petits bureaux de l'Union africaine ici, qui s'occupent de sécurité, de paix ou d'éducation, mais nous n'avons pas le siège d'une commission, je dis bien d'une commission, c'est-à-dire au niveau du ministre presque de l'Union africaine. Comment pourrions-nous être un grand pays, mais nous n'avons aucun pouvoir, nous n'avons aucun élément de pouvoir de l'Union africaine sur notre territoire? Est-ce que nous avons été discrets? Est-ce qu'on ne voulait pas de nous? Est-ce que nous-mêmes ne voulons pas? Donc c'est le moment de regarder ces tournants historiques et de dire, d'abord, négocier avec la culture, c'est de faire comprendre aux Congolais sa place dans l'univers, de le faire comprendre ses responsabilités en tant que citoyen d'un pays. Hein, qu'on sorte un peu des rumeurs et des brébris. Et c'est aussi dramatique parce que nous sommes l'un des rares pays où l'histoire n'a pas été enseignée. Et quand l'histoire n'a pas été enseignée dans un pays, il nous manque une communauté de drames, une communauté... Vous savez... Oui, mais les destins sont faits par des drames communs. C'est quand on vous enseigne les drames de votre histoire. Si on vous enseigne la bataille qu'a livrée, par exemple, Simo Kimbangu contre le colonialiste belge, ça vous crée un destin. Ça vous donne un exemple. Ça vous donne un exemple si on vous parle des drames que votre peuple a vécu. Mais tout ça manque. Ce qui fait que l'histoire de ces pays, ça fait partie d'un chapelet de rumeurs de terrasses et de bars. Donc vous voulez dire que si aujourd'hui le président Tshisekedi, en tant que président de l'Union africaine, veut à ce que le Congo devienne un pays panafricain, ou bien les Congolais deviennent des panafricains, il faut passer par la culture. D'ailleurs, il y a la charte... de la Renaissance africaine. Oui. Qui existe, mais qui n'est même pas connue ici. Mais la charte de la Renaissance africaine, on ne l'a pas ratifiée. Je crois que le président s'est engagé à la ratifier. Mais je reviens sur la géographie. Nous sommes au cœur de l'Afrique. Nous sommes membres de la Commission d'Afrique de l'Est, de l'Afrique centrale, de l'Afrique australe. Donc nous sommes le morceau le plus important sur l'échiquier africain. Mais qu'est-ce que nous avons d'important sur notre sol dans le commandement de l'Union africaine? Parce que le mandat, c'est 1 an. Mais qu'est-ce que le président pense amener des durables? C'est là où il faut travailler. Des durables. Hein? On dit, voilà, Tshisekedi a été président 1 an, des durables. On ne doit pas faire du festif. Hein? Il faut arrêter avec le festif. Il faut être dans le durable. Le durable, c'est de dire, nous, RDC, on a droit d'avoir une chaise importante, durable, à la table de l'Union africaine. Mais il y a un problème, ça c'est au niveau institutionnel. Mais quand on regarde au niveau des élites congolaises, écrivains, poètes, cinéastes, la production intellectuelle, donc culturelle, qui peut permettre à ce que le Congo devienne réellement un pays, les Congolais deviennent réellement des panafricains. Il n'y a rien. Mais c'est pour ça qu'il faut construire une véritable politique culturelle. Je donne un exemple. Prenons les grandes places, les grandes manifestations durables
du panafricanisme en termes de culture ou des expressions artistiques. À Brazzaville, nous avons les FESPAM, Festival panafricain de musique, à Brazza. Hein? Mais nous savons pérorer que nous dominons la musique. Dans un pays de 80 millions d'habitants où il n'y a aucun instrument professionnel de musique dans ce pays. Il n'y a aucun studio professionnel, je dis bien professionnel, hein, parce qu'on peut avoir des standards de professionnalisme. Hein. Il n'y a pas. 80 millions d'habitants. Kinshasa, 12 millions d'habitants, il n'y a aucun lieu culturel professionnel. 12 millions d'habitants. Il n'y a pas. Donc, si nous ne pensons pas à une véritable politique culturelle, nous serons toujours à la traîne. Qui doit penser? Le président. Le président. Parce que la culture, c'est du domaine de la souveraineté. Vous savez, il faut qu'on renverse la verticalité coloniale. Dans la verticalité coloniale, le blanc s'étant proclamé supérieur, il était en haut de l'échelle. Et nous, on était en bas. Donc, quand vous regardez le protocole successif après l'indépendance de nos gouvernements, la culture est toujours en bas. Mais cette culture qui est en bas, c'est le peuple. C'est le peuple qui est méprisé. Alors, si nous renversons la verticalité en horizontale, le peuple devient l'oméga et l'alpha. À ce moment-là, le peuple est au centre de tout projet. Quand le président Tshisekedi dit « le peuple d'abord », ben, nous entendons très bien que ça veut dire aussi la culture d'abord. Parce que la meilleure définition de la culture, c'est le peuple. La culture, c'est le peuple. Et qui aime son peuple, aime sa culture. Donc il faut investir dans le peuple. Il faut investir dans la culture. Hein? La culture peut créer de l'emploi. Nous avons un grand territoire. Nous avons 26 provinces. Si vous pensez juste 26 lieux de culture, c'est de l'économie culturelle. Mais le problème, si le président Tshisekedi peut avoir la volonté de faire tout ça, mais il n'y a pas ce soubassement intellectuel qui peut soutenir ces idées. On va aller où? Ça s'écrit. Parce que la culture, il faut l'amener à l'école. Si vous voulez combattre la corruption, commencez par enseigner les enfants de l'école primaire la corruption. Vous allez voir qu'ils vont éduquer leurs parents. Si vous enseignez aux enfants de ne pas jeter des bouteilles au sol, de ne pas jeter du papier au sol, eh bien quand un enfant verra un adulte jeter un carton au sol, l'enfant va le lui dire. Parce que les enfants ont cette liberté d'esprit. Ils ne sont pas abîmés. Ils ne sont pas abîmés. Mais si vous faites que des slogans de la lutte contre la corruption, la lutte Bopeto, tout ça, mais vous n'enseignez pas à la racine, à la nouvelle racine. Parce que moi, je voudrais aussi revenir au niveau de la pensée. Parce que quand on regarde, par exemple, en France, en Europe, en Allemagne, quand on parle de la Renaissance, on voit que les poètes, les écrivains, les philosophes ont produit quelque chose qui a permis à ce que la société change. Mais quand nous venons chez nous, je peux vous dire que jusqu'à présent, on n'a même pas une maison d'édition. Ça n'existe pas. Par quel miracle on va il faut juste produire? Non, mais il faut juste d'abord commencer par multiplier les lieux de conversation. Mais il faut qu'il y ait quand même des gens il faut des acteurs. Oui, mais il faut les acteurs, mais il faut aussi que la télévision nationale, par exemple, excusez-moi, je suis sur votre plateau, la RTNC doit aussi jouer son rôle de véhicule de cette culture. Mais ça, c'est politique. Non, enfin, moi, pour le moment, moi, je vois simplement que quand on regarde la RTNC, excusez-moi du peu, on est un peu fatigué. C'est-à-dire, on se demande, est-ce que c'est une télévision publique dans un pays où il y a beaucoup de problèmes. Il faut qu'on arrive à l'idée, qu'on enlève l'idée. Non. Là, il y a un problème. C'est un média public. Oui. On a donné quoi à RTNC? Quel moyen on a donné à RTNC pour arriver à réaliser quelque chose de bon? Non, le premier moyen, ce sont des moyens humains, intellectuels. Je suis désolé. C'est les premiers moyens. C'est-à-dire, moi, enfin, peut-être j'ai été formaté comme ça. On pense toujours que c'est l'argent qui crée les idées. Non, c'est le contraire. C'est les idées qui créent l'argent. Donc, il faut d'abord les idées. Est-ce qu'il y a des idées quand on regarde les télévisions de toute l'Afrique, dans des pays aussi misérables que le nôtre, hein, ils sont pas dotés de beaucoup d'argent. Mais quand on regarde leur télévision, on voit une ligne professionnelle qui est là pour transporter la culture de leur pays. Mais est-ce que... Enfin, moi je pense que nous devons d'abord nous dire ceci. La culture, ce n'est pas que la musique. La culture, c'est le peuple. Évidemment, l'imaginaire congolais... Par exemple, oui. M. Baloufou, regardez ici. Parce qu'on dit, c'est la faute peut-être à l'TNC. Quand un musicien meurt, vous allez voir que les politiciens, les hommes du pouvoir, vont
donner beaucoup de moyens, vont faire les funérailles dignes de ce nom. Mais quand un intellectuel meurt, un homme de culture meurt, hein, en dehors des musiciens, on n'en s'occupe même pas. Je te prends l'exemple de Malo Kaleng, un grand physicien. Il est mort dans un élément. Donc, on a oublié. Dernièrement, il y a, il y a celui qui vient d'inventer, hein, un professeur, là, médecin, c'est Manayar. Il vient de mourir. Même pas la présence des ministres de la Santé. Ça signifie quoi? Ceux qui sont au pouvoir ne comprennent pas la présence de la culture. Ouais, donc on ne peut pas accuser les médias sans savoir que ceux qui décident... voyons ça autrement. Non, oui. Je pense que ce n'est pas accuser. Ceux qui sont au pouvoir sont forgés et formés par cette société même. Oui. Cette société a... son imaginaire est peuplé de 80%, si ce n'est pas 90%, par la musique et les bruits. Donc, ces gens sont formatés par la même chose qui formatent le peuple. Quel est leur lien? Moi, quand je discute avec des jeunes, ou j'écoute les gens discuter ici, leur référence, c'est la musique. Ce n'est pas les écrivains. Parce que c'est ça. Et vous vous rendez compte combien de bars on entend au Kinshasa? Est-ce que vous vous rendez compte d'un enfant qui habite à côté d'un bar? Qu'est-ce qui retient le plus? C'est les sons ou les bruits de bar? Donc, ça formate un individu. Qu'il devienne ministre ou pas, il est formaté. Vous savez, si on ne vous a pas amené, on vous a pas mis un livre entre les mains, si on ne vous a pas amené à un musée, si on ne vous a pas amené adolescent dans une salle de cinéma, c'est pas à 40 ans que vous devez aller dans une salle de cinéma. Tout ça, c'est de l'éducation culturelle, c'est de l'éducation à l'image, ça ne tombe pas du ciel. Ça ne tombe pas du ciel. Donc, nous sommes le produit de cette société. Et cette société nous a forgés. Donc les politiciens congolais ne sont pas différents du peuple congolais. On n'a que les politiciens qu'on mérite. Donc il faut juste qu'on comprenne qu'à un moment, il nous faut un sursaut collectif. Ces sursauts collectifs, il arrive dans une conversation comme celle-ci, dans des échanges. C'est ce que j'ai dit, multiplier le lien de conversation. Pouvoir comprendre que la critique n'est pas un jugement, que la critique est un point de vue différent du vôtre. Hein, c'est comme ça qu'on construit aussi un état de droit. L'état de droit intellectuel existe aussi. Hein, c'est par là qu'il faut comprendre que l'autre est moi, mais l'autre peut avoir un point de vue différent qui peut m'enrichir. Et ça, c'est pas une question de moyens, c'est pas une question de ressources. Moi, je suis cinéaste, je sais ce que c'est. Mais c'est aussi une question de volonté politique. Oui, mais appelons ça volonté politique commune et collective. Exact. Parce qu'il ne faut pas, dans une société, dire les politiques sont différents. On n'est pas, écoutez-moi bien, et vous le savez, on n'est pas dans un pays comme la France où il y a des écoles de castes, des castes d'héritiers, des castes d'élite. On n'a pas ici de gens qui sont formés dans des écoles différentes. On n'est pas en Angleterre ou aux États-Unis où il y a des écoles à 120 000 $ par semestre. On est presque dans un pays à école publique. Donc on peut considérer que les politiciens congolais, les peuples sortent des mêmes écoles. La majorité, enfin je prends une majorité comme ça, sortent de l'UNIKIN. Donc ils ont quand même un fonds commun. Et si ce fonds commun n'est pas rentable au bénéfice du pays, eh ben, ça devient un fonds commun d'une minorité qui s'accapare des leviers du pouvoir. Ok, M. Baloufou, merci beaucoup. Je pense qu'on aura encore d'autres émissions pour entrer en détail concernant les pères du panafricanisme, parce que c'est très mal connu ici à Kinshasa, et surtout les jeunes gens qui parlent du panafricanisme ne comprennent presque pas. Donc, on va quand même s'y mettre pour donner une sorte de leçon aux jeunes gens à travers nos médias. Il faut multiplier les conversations. Ok, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. On a reçu M. Baloufou Bakupa Kaninda, cinéaste, pour discuter, pour parler de la mort de du président tanzanien, qui est décédé le 17 mars, et le chef de l'État a décrété le deuil national du 23 au 26 pendant 3 jours. Et nous ne sommes pas les seuls. Il y a aussi l'Ouganda et le Kenya. Nous espérons que vous êtes quand même assez appris de M. Baloufou. Et à la prochaine occasion. Une fois de plus, merci et bonsoir.